Le soleil d'Ouagadougou ne brille pas, il juge. Mais qui juge réellement le destin du Burkina Faso? Ici, sous la lumière implacable du Sahel, rien ne reste caché. Tout est mis à nu, tout mensonge éventré par la chaleur, et la vérité, parfois dérangeante, émerge au grand jour. Regardez, 764 machines, alignées sur la latérite rouge, prêtes à transformer le pays, et pas un seul drapeau étranger à l'horizon. Pas de plaques commémoratives, pas de caméras occidentales, pas d'ambassadeurs en veston beige pour couper le ruban. Juste le métal, le silence, et la présence d'un jeune capitaine qui ose défier l'ordre établi. Pendant 60 ans, on nous a répété une histoire, celle du Burkina Faso, nation trop pauvre pour vivre sans l'oxygène des crédits étrangers. On disait que le sol était trop sec, les caisses trop vides, la population trop fatiguée pour rêver hors du joug de la dette. On nous montrait les avions larguant des sacs de riz, les camions d'aide traversant la poussière, toujours accompagnés d'un drapeau généreux, comme pour rappeler que chaque goutte d'eau, chaque mètre d'asphalte, était un cadeau, jamais un droit. Mais ce jour-là, Ibrahim Traoré ne cherche pas la reconnaissance. Il avance entre ses mastodontes silencieux, pose la main sur l'acier froid d'un compacteur. Pas un mot, pas de discours. Juste un geste, lourd de sens, comme pour dire « Cette fois, c'est à nous ». Et soudain, un frisson parcourt la ville. Est-ce le début d'une révolution silencieuse ou simplement un mirage de plus? Car si Traoré échoue, alors la vieille rengaine de l'impuissance africaine reprendra le dessus. Le cercle vicieux de la dépendance se refermera, plus cruel que jamais. Mais s'il réussit, tout le système de l'aide internationale, tous ces experts qui décrètent qui doit survivre ou sombrer, se retrouvent menacés. Pourtant, le risque est immense. Les rapports alarmistes affluent de Paris et de Bruxelles. Le pays est au bord du gouffre, disent-ils. Mais sur le terrain, c'est autre chose qui se joue. Ici, on ne construit pas seulement des routes, on reconstruit un peuple, sa mémoire et son estime de soi. Les machines n'ont pas été achetées avec des dons, mais grâce à une simple idée, et si on arrêtait de demander la permission d'exister? L'argent vient d'une reprise en main féroce des richesses nationales, pas d'une planche à billets, ni d'un cadeau tombé du ciel. Traoré n'a pas découvert une nouvelle mine d'or. Il a seulement décidé que l'or du Sahel ne filerait plus en convoi blindé vers l'étranger, pendant que la misère restait ici. Alors, et si tout ce qu'on croyait sur la survie d'un pays africain était un mensonge? Et si la véritable révolution n'était pas une question d'armes, mais de dignité retrouvée? Ce qui se joue ici, c'est la capacité d'un peuple à dire non à la mendicité orchestrée, à reprendre le contrôle de son avenir, quitte à braver l'isolement international. Car chaque machine ici est bien plus qu'un outil. C'est un défi lancé au monde. Et pour comprendre ce basculement historique, il faut d'abord plonger dans les racines profondes de la mendicité imposée au Sahel. Pendant des décennies, le Sahel fut réduit à une image de pauvreté, de poussière et de filets humanitaires. Même le Burkina Faso, ce petit pays au nom évocateur, la patrie des hommes intègres, était présenté au monde comme l'incarnation de la détresse africaine. Sur les écrans, on voyait les enfants au ventre ballonné, les femmes courageuses portant l'eau sous un soleil brûlant, et toujours, à l'arrière-plan, les camions au logo d'ONG, les sacs de riz estampillés d'un drapeau étranger. Cette image, soigneusement fabriquée, n'était pas seulement un raccourci médiatique, c'était une stratégie. Car l'aide internationale, qu'on présentait comme une bouée de sauvetage, avait toujours un prix, mais rarement celui qu'on croyait. Derrière chaque puits creusé par la coopération se cachait une condition, une faveur à rendre, un contrat à signer. Les routes tracées dans la latérite, les écoles construites à la va-vite, portaient toutes une plaque de remerciement à tel donateur français, à telle agence multilatérale. Mais personne ne disait que, pour chaque kilomètre de goudron, un morceau de souveraineté était cédé. Que pour chaque hôpital inauguré, c'est le droit de fixer ses propres règles qu'on enterrait un peu plus. Au fil des années, la dépendance était devenue la norme, et l'humiliation silencieuse du peuple, une habitude. On vantait les bailleurs de fonds,
Mais on taisait les contreparties, la gestion de la monnaie imposée de l'extérieur, les conditions sur les marchés publics, la surveillance permanente, même jusque dans la définition de l'urgence humanitaire. Le paradoxe, c'est que plus l'aide affluait, moins le Burkina semblait libre. Les ressources naturelles, notamment l'or, s'envolaient chaque année sans rien laisser ou presque dans les caisses nationales. Les multinationales régnaient en maîtres dans les mines, payant des taxes dérisoires pendant que les villages voisins vivaient dans la poussière et la précarité. Pour le citoyen lambda, l'idée même d'indépendance réelle semblait ridicule. On répétait, presque comme une malédiction, que l'Afrique était trop pauvre pour être libre. Mais aujourd'hui, dans les marchés de Ouagadougou, quelque chose a changé. Les visages des anciens, fatigués d'avoir vu tant de promesses dissoutes dans la saison des pluies, sentent une odeur nouvelle. Celle de l'espoir, pas de la dette. Ils ont vu passer de nombreux présidents, entendu des discours flamboyants et subi des plans d'ajustement qui ne réglaient rien. Mais jamais ils n'avaient vu 764 machines flambant neuves, des bulldozers, des camions, des pelles, débarquer avant même le moindre discours officiel, sans qu'aucun drapeau étranger ne flotte au-dessus des convois. Ce détail est loin d'être anodin. Car pour la première fois, ces milliards de francs CFA investis dans des infrastructures ne portent pas la signature d'un bailleur étranger. L'argent n'est pas venu d'une banque occidentale, ni d'un partenaire technique au développement. Aucune plaque de remerciement à l'entrée des chantiers. Juste du fer, du bitume, et la fierté d'un peuple qui voit enfin son or servir à autre chose qu'à décorer les vitrines de Dubaï ou de Paris. Le changement commence à se voir dans la posture des jeunes. La tête se relève, le pas se fait plus assuré. Les slogans creux font place à une action concrète. Les anciens, sous l'ombre d'un néhem, murmurent que pour la première fois depuis des générations, la poussière qui s'élève sur les routes a l'odeur de l'espoir, pas celle de la dette. La rumeur court. Le pays investit dans ses routes, ses ponts, ses écoles, avec son propre argent. Et ce n'est pas qu'une question de gros engins. C'est un symbole, celui d'une dignité retrouvée. Mais rien n'est gagné. Car ce nouveau chemin implique de tourner le dos au flux traditionnel de l'aide, de supporter le froid regard des institutions internationales, d'affronter l'isolement et la peur du manque. Rester dépendant, c'est accepter que chaque gramme d'or, chaque goutte de sueur, serve d'abord à rembourser les dettes contractées ailleurs, à enrichir d'autres que soi. C'est voir ses ressources partir et sa fierté mourir un peu plus chaque jour. Alors, une question brûle toutes les lèvres. Si l'argent ne vient plus des banques étrangères, d'où vient-il vraiment? Et si la richesse du Burkina Faso n'avait jamais disparu, mais avait simplement été siphonnée sous nos yeux? Pendant des décennies, pendant que les regards étaient tournés ailleurs, des tonnes d'or quittèrent le pays, glissant discrètement entre les doigts des Burkinabés pour illuminer des gratte-ciel lointains. Dans les villages, on n'apercevait que la poussière des camions et le reflet doré à l'horizon. L'or, c'était un mirage, une légende, mais jamais une réalité palpable pour ceux qui vivaient sur cette terre. Mais sous Ibrahim Traoré, la donne a changé. D'un simple coup de plume, il a fait ce que beaucoup n'osaient même pas rêver. Il a repris la souveraineté sur le minerai. Les nouveaux décrets ne laissèrent plus place au doute. Une part majeure des revenus miniers devait désormais rester au Burkina Faso, alimenter le fonds souverain et, surtout, servir le peuple. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre, une ligne rouge tracée dans la poussière des mines. Du jour au lendemain, le Trésor public a arrêté d'être ce seau percé qui laissait filer la richesse nationale vers des paradis fiscaux. Les capitaux liquides, autrefois évaporés vers des comptes lointains, ont commencé à s'accumuler à Ouagadougou. C'est ainsi que 764 machines flambant neuves ont été achetées cash, sans dette, sans chantage. C'est ainsi que la dignité s'est soudain trouvée financée. À mesure qu'on stoppait l'hémorragie des ressources, le Burkina Faso ne connaissait pas une lente guérison, mais une véritable explosion de possibles. Pour la première fois, l'or extrait de la terre ne servait pas à bâtir des palais à l'étranger, mais à construire des ponts à Bobo-Dioulasso, à tracer des routes, à investir dans le pays. Mais, et l'histoire l'a prouvé partout,
centraliser la richesse, c'est attirer de nouveaux prédateurs. La manne dorée, désormais visible, réveille les vieux démons. Dès que l'État retrouve sa bourse, les parasites s'agitent, intermédiaires, hauts fonctionnaires, chasseurs de primes. Tous ceux qui, hier, vivaient des miettes de l'aide étrangère, lorgnent aujourd'hui sur la nouvelle cagnotte nationale. Traoré a sécurisé l'argent, mais peut-il sécuriser les hommes qui le manipulent? Car le vrai conflit est là. Tant que les mécanismes de gestion, hérités du passé, restent en place, le danger est réel. Les vieilles habitudes de corruption, d'arrangement entre amis, de détournement bien huilé, guettent l'occasion de renaître sous un nouveau masque. La dépendance, changée de visage, pourrait bien reprendre le dessus si la vigilance faiblit. C'est tout l'enjeu de cette révolution burkinabé. Si l'or continue à être géré comme avant, alors tout ce chamboulement n'aura été qu'un slogan de plus. Le peuple, lui, observe. Il a vu les machines arriver. Il sent que la richesse est là. Mais il connaît aussi la longue histoire des trahisons et des détournements. Désormais, le vrai danger n'est plus seulement à l'extérieur. Il siège dans les couloirs des ministères. Il se glisse dans les signatures, dans les décisions du quotidien. La bataille contre la corruption interne, contre la cupidité, c'est celle où les lignes de front sont invisibles, où le prochain ennemi partage parfois la même table. Et même si ce bras de fer s'annonce rude, une question plus pressante encore émerge. Car l'or, aussi brillant soit-il, ne nourrit pas une nation. On peut acheter des milliers de bulldozers, mais pas un seul grain de mil avec un lingot. La pression internationale se fait sentir. Sanctions, menaces, isolement. Les marchés ferment, les agences de notation murmurent sur les risques. Mais pour les Burkinabés, le vrai risque, aujourd'hui, ce n'est pas d'être mal vu par Wall Street. C'est de voir leur or, une fois encore, s'envoler, ou pire, servir à nourrir les privilèges d'une nouvelle élite. La révolution n'aura de sens que si la richesse reste, circule et transforme la vie du peuple. Elle n'aura de valeur que si la dignité se construit sur du concret. Des routes, oui, mais surtout du pain. L'or et les machines ne suffisent pas, la vraie bataille commence maintenant, dans les champs. L'or ne se mange pas. L'indépendance se mesurera à la capacité de nourrir son peuple. C'est ici que se joue la revanche la plus inattendue du Burkina Faso. Non plus dans le vacarme des discours, mais dans le silence des champs labourés. La souveraineté, Traoré l'a compris, ne tient pas dans la taille des coffres forts ou le nombre de blindés exposés lors des parades. Elle se mesure à la moisson, à la capacité d'un pays à transformer sa terre, même aride, en promesse de vie. Face à l'embargo, le pari est risqué. Priver un pays de transferts bancaires, d'investissements extérieurs, c'est une vieille recette pour plier les volontés rebelles. Mais cette fois, le coup de poker se joue différemment. Face à l'étau international, le Burkina choisit d'investir dans l'irrigation, la distribution de semences, la mécanisation. Les machines, achetées grâce à l'or nationalisé, quittent les défilés pour s'enfoncer dans la boue. On creuse des canaux, on repousse le désert, on fertilise des terres que l'on disait mortes. L'objectif est simple, faire de la sécurité alimentaire le socle de la souveraineté. Car tant que le riz est importé, la fierté reste fragile. Tant que le pain dépend de cargaisons venues d'ailleurs, l'indépendance n'est qu'un mythe. Le Burkina Faso veut briser ce cercle. Les semences et outils ne sont pas distribués comme des dons, mais comme des armes contre la faim. Le développement n'est plus un projet pilote estampillé ONG, mais une offensive de l'État. On ne donne pas du poisson, on remet la rivière entre les mains des pêcheurs. Et les effets se font déjà sentir. Dans les villages reculés, les prix des denrées reculent. Les marchés locaux se remplissent de céréales produites sur place. Les régions autrefois coupées du reste du pays sont reliées par de nouvelles routes, non plus pour exporter la matière brute, mais pour acheminer la récolte jusqu'aux familles. Des femmes, jadis dépendantes des colis alimentaires aux logos étrangers, cultivent aujourd'hui les champs avec des semences améliorées. Leurs mains portent les fissures du soleil, mais aussi une confiance nouvelle. Une dignité retrouvée, parce qu'on ne mendie plus, on récolte.
Cette dynamique inquiète les institutions internationales. Officiellement silencieuse face à la réussite agricole, elle redouble de pression dans l'ombre. Car si le Burkina Faso devient autonome sur le plan alimentaire, il cesse d'être un client docile pour les surplus du Nord. L'embargo se renforce, l'isolement se durcit. Mais la peur n'est plus seulement celle d'un régime insoumis, c'est la peur d'un effet domino. Dans les chancelleries voisines, certains leaders observent le Sahel reverdir avec une admiration mêlée de panique. D'autres redoutent que leurs propres citoyens demandent pourquoi leurs terres, pourtant fertiles, restent stériles alors que l'on fait pousser le blé sur la poussière burkinabé. Pour les élites régionales, la réussite burkinabé n'est pas qu'un défi politique, c'est une menace existentielle. Qu'adviendrait-il si le peuple s'apercevait qu'on peut vaincre la pauvreté non par l'aide, mais par la production? Pendant 40 ans, on a bâti des carrières sur la gestion du dénuement. Si la faim recule, c'est tout un système qui s'effondre. Mais rien n'est acquis. Car l'arme la plus redoutable de l'adversaire n'est plus le blocus financier, mais le temps. La question est simple. La saison des pluies sera-t-elle clémente? Les machines tiendront-elles la cadence? Une seule mauvaise récolte, et la fierté bascule. Si le grenier reste vide, la population retournera, la tête basse, vers la dépendance et l'aide extérieure. La nouvelle indépendance repose sur une récolte, sur la capacité à transformer l'or en blé, les discours en pain. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la bataille la plus cruciale n'est plus sur les places publiques ou dans les salles de négociation internationales, mais dans la profondeur des sillons. La scène se déplace. L'ennemi extérieur redouble de pression, mais le vrai test se dessine ailleurs. Car la menace ne vient plus seulement de l'extérieur. L'ennemi est aussi intérieur. On ne peut pas détourner un hôpital construit en béton. On ne peut pas empocher un champ de blé de 1000 hectares. C'est ça, la révolution tranquille qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso. La gouvernance du visible. Ici, chaque grue, chaque route posée, chaque champ cultivé devient une preuve vivante que l'argent du peuple n'a pas disparu dans une armoire secrète ou un compte à l'étranger. Longtemps, les véritables voleurs n'avaient pas besoin de creuser la terre, tout passait par des contrats opaques, des fonds d'aide qui atterrissaient dans des poches privées. Mais aujourd'hui, ce système s'étouffe, car le robinet de l'argent facile venu de l'étranger est coupé. Privés de l'oxygène des bailleurs, les parasites locaux tombent le masque. Leur pouvoir reposait sur la distribution de miettes, mais quand l'État doit vivre sur ce qu'il produit, chaque dirigeant se retrouve contraint de répondre face à la population. C'est le sens profond de ce que l'on appelle la gouvernance par la transparence. Il ne s'agit pas seulement de publier des budgets en ligne, mais de matérialiser chaque franc dans le quotidien des citoyens. Les 764 machines de travaux publics, alignées sur la terre rouge, racontent une histoire différente. Pas de villas cachées à l'étranger, mais des routes, des écoles, des moissons. Quand la richesse circule dans le pays, elle devient visible, et alors, elle devient contrôlable. Pourtant, ces avancées restent fragiles. L'isolement international est une épée de Damoclès, et la marge d'erreur est quasiment nulle. Si le modèle échoue, même une seule saison sans récolte, les vieux maîtres de l'aide reviendront à la charge, valises à la main, prêts à réinstaller leur chaîne dorée avec le sourire du sauveur. Les institutions financières mondiales guettent la moindre faille. Si le pays flanche, elles proposent d'office leur « solution », mais toujours avec une facture invisible, celle de la soumission retrouvée. Le danger n'est donc plus seulement aux frontières. Il se cache aussi dans la nostalgie de ceux qui préféraient l'ancien système, ceux qui rêvent d'un retour à l'aide pour retrouver leurs privilèges. Et c'est là que le nouveau pari de Traoré se joue. La solidarité régionale et l'engagement citoyen seront décisifs. Si le Burkina Faso reste seul sur cette voie, la pression extérieure pourra devenir insupportable. Mais si d'autres pays s'inspirent, si la société civile reste vigilante, alors le cercle vertueux s'élargira, rendant la dépendance internationale définitivement obsolète. Le peuple doit devenir le principal actionnaire de la réussite, surveiller, questionner, participer à chaque étape du processus. Parce que la vraie corruption ne meurt jamais. Elle se transforme, change de visage, guette la moindre faiblesse. Il suffirait d'un relâchement,
d'un retour à l'indifférence, pour que l'ancien ordre s'infiltre à nouveau, par la porte dérobée. C'est donc un appel à la vigilance collective, mais aussi à la fierté, car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une question de finances, mais la définition même de la dignité nationale. Le Burkina a montré une voie possible, mais elle dépend du courage quotidien, de la capacité à rester debout, même lorsque la tentation du renoncement se fait sentir. Et c'est là, finalement, que tout se joue. La révolution ne se gagne pas une fois pour toutes. Elle se gagne, ou se perd, dans la constance de chaque jour, dans l'honnêteté de chaque geste public, dans la transparence de chaque chantier. Alors, oui, le changement réel ne dépend que du courage quotidien de chacun. 764 machines, un peuple, une dignité retrouvée. Que feriez-vous si votre liberté était en jeu? C'est bien plus qu'une question rhétorique. Parce que ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, sous le regard du monde entier, c'est la capacité d'un peuple à dire non. Non aux deals opaques, non aux chaînes invisibles de la dette, non à la résignation maquillée en pragmatisme. Ibrahim Traoré et les siens n'ont pas choisi la facilité. Ils n'ont pas choisi le confort d'un prêt qui endort, ni la paix artificielle d'une aide qui enchaîne. Ils ont choisi l'incertitude, l'effort, et surtout, le risque immense de marcher seul sur la scène internationale. Mais marche-t-il vraiment seul? Voilà la question qui nous concerne tous. Parce qu'au fond, le sort du Burkina Faso n'est pas qu'une affaire burkinabé. Il est le miroir d'un pari qui pourrait bien bouleverser la norme sur tout un continent. Soutenir ce combat, c'est refuser de laisser l'histoire se répéter. C'est refuser que la souveraineté reste une promesse lointaine, jamais tenue. Ignorer cette expérience, c'est laisser l'ancien ordre reprendre le dessus, étouffer ce qui aurait pu devenir un modèle pour ceux qui rêvent encore de liberté réelle. Bien sûr, il serait naïf de prétendre que la victoire est acquise. La route est semée d'embûches. Le prix de l'isolement est lourd, parfois injuste. Les regards des puissants, eux, ne sont pas indifférents. Ils attendent la moindre fissure, la moindre hésitation, pour proclamer que ce rêve était une folie passagère. Pourtant, ce que le Burkina montre, c'est que la fragilité de l'Afrique n'était pas une fatalité, mais une construction. Un récit entretenu pour maintenir les peuples à leur place. Aujourd'hui, le scénario change. Le blé mûrit, les routes se dessinent, les hôpitaux sortent de terre, et tout le monde voit, concrètement, où va l'argent du peuple. C'est ça, la révolution silencieuse du Burkina Faso, la visibilité. Fini l'époque où l'on pouvait cacher un budget dans un paradis fiscal ou un hôpital dans une promesse non tenue. Ici, la souveraineté se mesure dans la poussière des chantiers, dans le goût du pain local, dans la possibilité pour le Nord de parler au Sud sans intermédiaire. Alors, où que vous soyez, cette histoire vous interpelle. Pas parce que vous devez applaudir, mais parce qu'elle vous rappelle que chaque peuple porte en lui le pouvoir de rompre avec les dépendances qui l'étouffent. La question n'est pas seulement de soutenir le Burkina Faso, mais de réfléchir à ce que vous feriez, vous, si votre dignité était en jeu. Prendriez-vous le prêt conditionné, ou saisiriez-vous l'appel pour rebâtir sur vos propres forces? Ibrahim Traoré n'est peut-être qu'un chapitre, mais il a ouvert le livre des possibles. Le choix de soutenir, de relayer, d'observer avec honnêteté ce qui se passe ici, c'est le choix de croire que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se conquiert, chaque jour, dans la clarté et le courage. Alors, à vous qui regardez, laissons cette question résonner. Si la vraie révolution consistait à choisir la dignité, même au prix du risque, du doute, de l'isolement, qu'auriez-vous fait? Parce qu'au fond, ce n'est pas la force des machines qui change l'histoire, mais celle de la volonté collective. Souvenez-vous du bruit des routes qui s'ouvrent, du blé qui pousse, des enfants qui rient sur un terrain libéré. Ce n'est pas du rêve, c'est le début d'une réalité nouvelle. À chacun de décider s'il regarde passer le train ou s'il monte à bord pour écrire la suite.